bienvenue dans cette édition spéciale sur Gabon 24 en direct du Radisson Blu de Libreville où se tient durant une semaine, la semaine, permettez la répétition, du continent sur le climat. Alors une grande messe qui réunit plus de 1000 participants, des participants qui sont venus avec des objectifs précis. Mais notez que le changement climatique est devenu une préoccupation brûlante avec ses conséquences de plus en plus palpables. Organisée donc par les Nations Unies et abritée par le Gabon, la Semaine africaine du climat est un moment décisif sur la voie de la mise en œuvre du pacte de Glasgow pour le climat et de l'accord de Paris. Et pour en parler, je reçois Magloire Désiré Munganga. Il est coordonnateur du plan national d'adaptation Gabon. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Voilà, en face de vous, il y a monsieur Sena Alanka, c'est ça? Alouka. Alouka. Monsieur Sena Alouka, directeur exécutif Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Il nous vient du Togo. Oui, merci, ça fait plaisir de venir à la maison. Vous êtes chez vous. Oui. Voilà, le Togo et le Gabon, c'est une belle histoire. Et En tout récemment, cas. d'ailleurs, le président Fornia Singbe était au Gabon Tout à pour une fait. visite de travail et d'amitié à son homologue Ali Bongo Ondimba. Messieurs, nous ne parlons pas politique, nous parlons climat, nous parlons environnement. Et déjà, pour camper le décor, pour que tous ceux qui nous regardent comprennent de quoi il est question, parce qu'il y a beaucoup de définitions autour de changement climatique. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on réellement, monsieur le coordonnateur du Gabon? Ben, il y a une définition qui peut être assez bien comprise par tout le monde. Avant de parler de ce qu'on appelle climat, il est important de comprendre ce que c'est que le temps, ce que c'est que la saison et au final, qu'est-ce que c'est que le climat. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le temps, c'est l'état de l'atmosphère en une journée. C'est-à-dire que le soleil s'est levé, puis il est à son zénith et après il se couche. Donc toutes ces différentes variations, c'est ce qu'on appelle le temps parce que ça se déroule sur une journée. Alors la saison, c'est plusieurs temps. Et le climat, c'est le grand temps de plusieurs saisons qui peuvent se dérouler sur une période que l'Organisation météorologique mondiale a définie sur 30 ans. 30 ans pourquoi? Parce que la circulation de l'océan, l'océan global, parce que l'océan a été défini comme Atlantique, Pacifique par les politiques. Mais le scientifique, lui, il n'a qu'un seul océan. Il part d'un point zéro, il contourne la Terre et quand il revient à son point de départ, c'est sur 30 ans. Donc c'est durant cette période qu'on voit l'évolution d'un climat. Un climat, c'est sur 30 ans. Et comment il a évolué? Est-ce que nous avons déjà atteint les 30 ans? On a atteint les 30 ans par rapport aux normes qui sont définies. D'accord. Et la norme au niveau du Gabon, par exemple, qui a été préalablement établie, c'est celle qui va aujourd'hui de 1991 à 2011. D'accord. Donc, quand on prend cette norme, on essaye de voir maintenant sur plusieurs années si la norme qui a été établie permet de savoir qu'il y a eu un certain nombre de changements. On dira, par rapport à la norme définie, il y a eu un changement. Et pour le cas du Gabon, regardez un peu les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Il y avait très peu de population dans les années 40, dans les années 60. Aujourd'hui, on est vraiment confiné dans le Libreville, qui fait qu'on ressent différemment les effets qu'il y a quelques années. Et c'est quand on regarde l'évolution donc de ce temps qu'on voit s'il y a eu modification ou pas. D'accord. C'est très intéressant ce que vous dites. Gardez-en un peu pour la suite. Nous allons nous tourner du côté de monsieur Aloukou du Togo. Il a quelque chose à nous dire. Déjà nous présenter ce que c'est les jeunes volontaires pour l'environnement du Togo. Ouais, Une merci. organisation. Tout à fait panafricaine. D'accord. Partie du Togo à partir d'un événement climatique ou anthropo, on peut dire, un incendie de forêt, un incendie, et qui a permis à des jeunes de pouvoir prendre conscience de la nécessité de s'engager. C'est ainsi que Jeunes Volontaires pour l'Environnement est né au Togo en 2001. On vient de fêter notre 20e anniversaire. Et nous, durant ces 20 ans, nous avons porté un seul message. C'est le temps de l'action. Notre présence ici, sur terre gabonaise, c'est justement pour marquer cette adhésion continue à ce message fort. Il y a eu beaucoup de débats. Le coordinateur l'a dit tantôt. Il y a eu beaucoup de recherches. Mais le temps de bavardage est assez passé révolu. Il faut qu'on aille vers les solutions. Et nous sommes là pour mettre en avant les solutions. Parce que pour le paysan, tout le discours scientifique, il n'a sûrement pas les outils pour comprendre. Mais chez nous, par exemple, comment on explique le changement climatique? Le paysan, à l'époque, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas la météo, il n'y avait pas, etc. Donc, on a donné des noms aux mois,
en fonction de l'activité agricole. D'accord. On est en août au Togo, au Ghana, au Bénin, on parle lévé, la langue. Et août s'appelle Siam Lom. Siam Lom veut dire mets-moi dehors, mets-moi dedans. C'est-à-dire C'est-à-dire que donc, le maïs, tu le mets dehors, il y a un peu de soleil, et puis ramène-moi à l'intérieur parce que la pluie vient. D'accord. Donc c'est le moment où on sème le riz. Très bien. En mars, ça se veut dire thé doré. Thé, c'est l'igname. Doré veut dire le temps de planter l'igname. D'accord. Voilà. Avril, c'est affofier, la terre brûle le pied. D'accord. Donc déjà, avec ça, le paysan sait que thé Il se doré retrouve. arrive, il se prépare 2 mois à l'avance parce que Très bien. le 2 mois, aujourd'hui, tu te fies à ces calendriers ethno, tu vas avoir la catastrophe totale. Parce qu'on assiste à un balancement de précipitations. Ce qui devait se faire en août se fait en mars, ce qui devait se faire en juillet. Voilà, vous disiez tantôt, on attend la pluie, on voit le soleil, on attend le soleil, on voit la pluie. Donc pour le paysan, il est totalement déboussolé. Et donc ce balancement de temps de précipitation, dans une certaine mesure, est provoqué par le changement climatique. Donc à partir Et de donc, nos actions, comment vous les accompagnez, ces paysans, justement, pour qu'ils comprennent ce qui se passe? il s'agit de puiser dans nos trésors locaux. Nous avons avec nous le savoir pour faire face au changement climatique. Quel est-il? Les populations ont toujours appris à vivre avec le changement climatique. Celui-ci est seulement tellement si rapide que le temps de pouvoir s'adapter. Quel est ce savoir, peut-être Par exemple, qui doit être connu par tous pour permettre aux Africains, parce que les changements climatiques n'affectent pas que le Togo. Quel est ce savoir qui gagnerait à être vulgarisé au niveau de l'Afrique? la population connaît les semences locales, Oui. lesquelles sont plus résistantes, par exemple à la chaleur, à l'humidité, etc. Ces semences, à cause de l'agriculture conventionnelle, ont tendance à disparaître. Aujourd'hui, il s'agit d'accompagner nos paysans à garder, à conserver les semences locales. La population savent aujourd'hui comment lutter contre les vecteurs, contre les insectes et tout ça, de façon bio, de façon naturelle. Il s'agit d'aller accompagner les paysans à produire ces bio-intrants aussi, pour réduire notre dépendance aux engrais, à tout ce qui est importé. D'accord. Les femmes savent comment maîtriser l'eau, D'accord. que ce soit avec Des techniques précises. locales, etc. Tout à fait. Et en termes également, la diversification des ressources de revenus, pour les femmes. Donc il y a tellement de techniques, de bonnes pratiques en Afrique qu'il s'agit aujourd'hui de mettre en avant, de montrer que nous avons la solution. C'est vrai, nous ne sommes pas responsables. Toute l'Afrique, exclut le Nigeria et l'Afrique du Sud, nous contribuons à 3,86% de toutes les émissions. Donc négligeable. Mais il se fait que nous recevons de plein fouet les effets. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en avant ces solutions portées par les populations indigènes, par nos mamans, par nos paysans. D'accord. Nous y reviendrons un peu plus loin dans cette discussion, mais notez, M. Maganga, qu'en 2 ans, la Banque africaine de développement, la BAD, pour ne pas la citer, a dénombré 131 événements climatiques extrêmes, tempêtes, sécheresses, inondations, etc., qui ont frappé le continent. Une terrible injustice selon cette sortie de la Banque africaine de développement qui devrait interpeller chaque jour. Alors, nous avons eu la COP de Paris, nous avons eu Glasgow, mais toujours les accords n'ont pas été respectés. Comment on emmène les pays développés à respecter ces accords qui finalement pourraient permettre à l'Afrique qui n'émet que 3% de ces gaz à effet de serre à rentrer dans ses droits et à jouir pleinement de ces ressources? Mais je pars du principe que nous sommes quand même dans un système international qui doit mener à faire en sorte que les pays qui sont les plus gros émetteurs puissent transférer la compensation que les pays africains ont à préserver les environnements qui permettent de séquestrer suffisamment la masse de carbone qu'il y a au niveau de l'atmosphère. Pour prendre le cas des pays du Golfe de Guinée, et le Togo en fait partie, l'environnement de mangrove, par exemple, où vous avez ces espèces de palétuviers en dessous desquels se trouvent des masses importantes de vases qui séquestrent suffisamment de carbone. L'espace maritime, parce que ce que beaucoup de gens, ou du moins c'est une information qu'on ne donne pas suffisamment, que l'espace maritime séquestre aussi énormément de carbone. Donc pour un pays comme ceux qui sont situés dans le golfe de Guinée, pour prendre de manière large, autant on a la partie maritime, autant on a tous les réservoirs forestiers qui sont séquestreurs. L'idée devrait être que, partant de ces rencontres internationales, on puisse trouver des compensations qui permettent que
à superficie égale puisse correspondre le taux de transfert des financements pour faciliter en réalité l'adaptation. Parce que moi, je reste du principe que autant nous sommes suffisamment séquestreurs de carbone pour lesquels on peut avoir une compensation financière, autant il faudrait que cette compensation puisse en même temps s'accompagner des meilleures conditions d'adaptation possibles. Parce que là où il y a des événements majeurs, la plupart du temps, c'est là où malheureusement se trouve le plus grand nombre de populations. Et donc, l'idée devrait permettre de faire en sorte qu'on crée des conditions pour qu'on s'adapte le mieux possible aux conditions extrêmes qui, malheureusement, vont survenir. D'accord. Et là, je m'interroge quand même sur les attentes du Togo, parce qu'il est bien de parler. Le Togo, c'est un pays africain. On va dire les attentes de l'Afrique, mais parlant du cas spécifique du Togo, 17% de population mondiale aujourd'hui, l'Afrique ne pèse que 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui devrait interpeller. Mais l'on se rend compte que malgré toutes les interpellations et des gouvernements et des rencontres et des nombreuses COP, il y a toujours comme ce blocus-là. Comment vous, au Togo, quelles sont les attentes, les vôtres, durant cette semaine qui se déroule ici à Libreville sur le climat? Nous apprenons au niveau de l'Afrique à surfer sur les dispositions inhérentes à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il existe des principes, le pollueur-payeur, la responsabilité commune et différenciée, la responsabilité historique. Ces principes doivent être opérationnalisés dans le cadre de négociations. Et c'est ce qu'on fait depuis bientôt 20-25 ans. Alors, le Togo fait partie des pays moins avancés, fait partie du groupe Afrique et du G77. Aujourd'hui, les attentes n'ont pas changé depuis beaucoup de temps. Nous appelons à une justice climatique. Nous sommes tous sur la planète, c'est notre seule maison, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète C. Comment on fait pour rester ensemble, unis sur cette planète-ci? Il faut que ceux qui ont une dette historique, parce que le changement climatique, c'est un petit problème dans le lot de fléaux que notre continent a subi. Colonisation, esclavage et tout ça, ça fait une dette historique importante. Si bien que nous sommes déjà à genoux et on met sur notre tête encore le fardeau du climat changeant, qu'on appelle aujourd'hui l'urgence climatique, c'est difficile pour nos États de pouvoir s'adapter. Encore de séquestrer du carbone. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui que sur le podium de la justice climatique, un certain nombre de mécanismes se mettent en place. Dans le cas de l'adaptation, on a toujours demandé de financement. Alors, aujourd'hui, le financement, il y a un effet pervers. Beaucoup de pays sont amenés aujourd'hui à aller emprunter de l'argent pour venir s'adapter. Alors, tu viens casser ma maison et tu me demandes d'aller prêter tes sous pour venir réparer ma maison. C'est totalement inacceptable. Tout à fait. Et ensuite, les gars, il a promis déjà de donner 1 million Gabon pour construire les écoles. Aujourd'hui, il calcule 5 milliards là pour dire, bon, j'ai donné 1 milliard au Gabon, et compter ça comme de l'argent contre le changement climatique. Or, c'est du financement qui a été promis depuis longtemps dans le domaine de l'éducation. Donc, cette double comptabilisation qu'ils font aussi, ça ne marche pas. Alors, on était tous à Copenhague, j'étais là en 2009, ils disent, OK, les gars, à partir de 2020, nous allons pouvoir vous donner 100 milliards chaque année. 100 milliards de dollars chaque année. Où est cet argent? Est-ce qu'ils ont donné cet argent? On a fait, l'OCDE, l'Oxfam a fait le calcul là. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire le calcul d'ailleurs, madame. Ils ont dit qu'ils ont trouvé 76 milliards de dollars qui ont été envoyés au pays. Moi, je n'en ai pas vu, mais 76 milliards de dollars. Maintenant, quand on voit ces 76 milliards de dollars qui ont sur les 100 milliards promis, eh bien, on a constaté que près de 90% du financement compté comme financement climatique va essentiellement à l'atténuation. Or, nos pays doivent apprendre à vivre avec donc s'adapter. S'adapter. Donc, on demande, le groupe africain et le Togo et moi-même en tant que citoyen africain, demandons 50-50. Voilà. Si il doit y avoir un financement pour l'adaptation, il faut qu'une partie aille pour séquestrer le carbone, l'autre pour aider les populations à chercher les semences qui peuvent aller très vite. L'autre élément sur lequel nous battons aujourd'hui, c'est que cyclone Idaï, plein de pays là sont aujourd'hui sujets à des catastrophes qui ne disent pas leur nom. Ban Ki-moon l'appelle le nouveau normal. On doit apprendre à vivre. Aujourd'hui, aucun coin de l'Afrique n'est épargné. Tout peut arriver à tout moment. Alors, donc, ces messieurs, ces pays responsables de la crise climatique doivent mettre en place des dispositifs pour que, en cas de catastrophe, nos pays puissent rapidement se remettre sur le rail. Mais qu'est-ce qui Donc, bloque? nous demandons un financement, un mécanisme pour financer les pertes. Mais qu'est-ce qui bloque justement pour que ce financement arrive en Afrique quand on sait que depuis les accords de Paris, cette idée est sortie Glasgow, on l'a dit, mais qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y ait
plusieurs intervenants ou que chaque pays évolue en vase clos pour... C'est peut-être cela qui explique que les pays occidentaux, les pays, on va dire les grandes puissances, ne puissent pas donner ce qu'ils ont promis à l'Afrique pour réparer le tort qu'ils ont causé. La question, je vous la pose. Oui, Mais bon, les pays africains ont déjà des cadres de concertation. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'interlocuteurs? Ben, je ne pense pas qu'il puisse avoir trop d'interlocuteurs pour la simple raison que l'Union africaine, c'est déjà un interlocuteur. Et maintenant, les différentes sous-régions ont aussi des cadres de concertation. Donc, on estime que les négociations devraient se dérouler autour de ces différents cadres-là et regarder les spécificités de chaque groupe de pays pour qu'on essaye de voir au niveau de l'adaptation pour lequel j'ai un peu plus de lumière, hein, en fonction donc des différents groupes de pays qui ont des particularités identiques, il est capable de pouvoir construire des groupements qui permettraient d'orienter en fait l'adaptation en fonction des particularités de ces différents pays. Et ces cadres de concertation que nous avons, c'est eux en principe qui doivent désormais discuter directement avec les instances internationales qui sont en réalité ceux qui doivent de l'argent par rapport aux grandes émissions qui existent depuis aujourd'hui plus d'une quarantaine d'années pour permettre en fait que les conditions d'adaptation puissent être le mieux possible pour les différents groupes de pays. Pourquoi ne pas prendre les éléments par exemple comme CEDEAO qui est un groupe de l'Ouest et CEAC par exemple comme groupe d'Afrique centrale, voir comment est-ce que les deux groupements puissent se mettre ensemble pour créer des cadres de concertation d'abord et puis des cadres d'action qui puissent permettre d'avoir une continuité au niveau des actions qu'il y a opérées. Pour le cas de la zone côtière, par exemple, pour lequel moi je connais assez bien, la côte, le problème d'avancée de la mer, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite, ça a une continuité. Quand on sait d'où partent les courants et jusqu'où les courants sont susceptibles de pouvoir aller, on sait exactement les continuités vers lesquelles l'érosion est susceptible de causer des effets ou des conséquences par rapport aux différentes implantations humaines sur la zone côtière. On sait aujourd'hui que le port est un enjeu stratégique pour les pays qui disposent d'une façade maritime. Comment créer des conditions pour que les ports soient suffisamment sécurisés? Comment faire en sorte que toutes les occupations humaines, j'entends l'infrastructure routière par exemple, qui est située le long de la zone côtière, comment créer un mécanisme pour faire en sorte que, au lieu de se limiter à un pays, on voit un groupe de pays qui disposent de la même façade pour créer un mécanisme d'adaptation qui soit le mieux indiqué possible. Et ça ne serait plus pays, mais ce serait cadre de concertation comme on a CEAC, CEDEAO. Mais alors, est-ce que toutes ces plus organisations ne gagneraient pas justement, et là je vous paraphrase, à se mettre ensemble pour faire entendre la voix de l'Afrique, une seule voix de l'Afrique? Non, madame, on a une seule voix aujourd'hui. Le groupe africain fait un travail extraordinaire. Et là, ils vont se retrouver encore ici. Ils se retrouvent dans à peu près un mois à Dakar, lors de la conférence ministérielle africaine pour l'environnement à Lamsen, pour essayer de peaufiner une position commune. Mais nous sommes dans la géopolitique mondiale. D'accord. Alors, madame, quelles que soient les situations, on peut faire 1 milliard de COP, il faut absolument se battre pour que ces COP se tiennent. Il faut se battre pour que nous ayons des semaines. Parce qu'ici, chaque pays a une seule voix. Elles ne cessent de se tenir, c'est quoi? Parce que si vous supprimez ça, ça va être le G20, mais quel G7. Résultat? Oui, mais il y a eu beaucoup de résultats, madame. Lesquels? Aujourd'hui, par exemple, moi, il y a toujours changement climatique. Oui, le paysan africain paye le lourd tribut. Quand vous demandez à 200 personnes de vous trouver une femme, vous mourrez célibataire, madame. J'adore. J'aime beaucoup. Mais bon, 200 pays se retrouvent là, qui doivent discuter de l'argent. Ça vient de qui? Dans quelle devise? Comment on calcule? On met dans quelle banque? Comment on distribue? Comment on vérifie que l'autre qui prend l'argent ne bouffe pas? Donc il faut mettre tout ça. Mais quand est-ce que les Africains, à quand cette entente africaine? Est-ce que cette rencontre de Libreville aboutira peut-être à cette uniformité d'opinion? L'objectif de la Semaine africaine du climat, ici on ne négocie pas. Ah. Voilà, ce n'est pas un cas de négociation. Ici, on affine les positions. Très bien. On essaie de discuter, voir quelles sont les avancées. Comment on peut essayer de booster un tout petit peu. Quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer pour qu'à Sharm el-Sheikh, l'Afrique puisse également avoir le maximum. Parce qu'on est dans un cas de négociation. Chacun pousse un peu sa chaise pour que l'autre... On est dans ce jeu d'échecs un peu délicat et où il y a les enjeux humanitaires de survie. À l'heure où nous parlons, Madagascar
Mozambique, ils ne savent pas si, il y a des communautés, ils ne savent pas s'ils vont vivre l'année encore vivants. Là où nous parlons. Je ne vais pas parler des autres Caraïbes, Hawaï, qui ont déjà l'eau à ce niveau aussi. Chez moi, tonton parlait tout à l'heure de la côte, la mer a bouffé 10 mètres par an au Togo, 10 mètres par an. Nous sommes à notre 3e route, Lomé-Cotonou. Les 2 premiers sont déjà dans la mer. Donc il y a ces enjeux de survie. Maintenant, il y a les enjeux politiques. Il est déjà arrivé que des gens ici voulaient faire la grande gueule, grand activiste, je suis représentant. Madame, on les a rappelés à la maison. Mon frère, ne parle pas là-bas comme ça. Tu vas mettre les enjeux du pays en danger. Donc il y a les enjeux politiques. Et puis il y a les enjeux globaux aussi. Voilà, donc c'est un peu compliqué. On aimerait que les gens comprennent qu'une COP, ce n'est pas possible d'avoir un résultat là tout de suite. Mais il y a beaucoup de choses, madame. Il y a le fonds d'adaptation aujourd'hui qui permet à ce que le coordinateur puisse avoir un financement. Le Gabon a élaboré son CDN, c'est la contribution nationale. Et le Gabon a dit, j'ai besoin de tel montant comme ma contribution à l'effort mondial. Et donc, grâce à ces financements, le Gabon peut avoir quelque chose. Il y a le Fonds mondial pour l'environnement. Il y a le Fonds pour le climat aujourd'hui, qui finance beaucoup de pays. Je crois que le Gabon en a aussi bénéficié dans le cadre du bassin du Congo. Tout à fait. Voilà. Il y a les initiatives dans le cadre de la RED+, etc. Donc, ce n'est pas tout zéro. Les jeunes avec lesquels je travaille, il y a Action for Climate Empowerment, il y a le cadre d'action de Lima qui permet à ce que chaque pays est obligé aujourd'hui d'inclure l'éducation, le climat dans le système éducatif. Voilà, il y a quelques petites avancées et surtout, madame, nous continuons à parler du même voix. L'humanité règne ici. Tout à fait. Et parlant du Gabon, justement, le pays est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les changements climatiques à travers la préservation de ses forêts. Et justement, les efforts de ce pays ont été récompensés à plusieurs reprises au niveau international. On parle d'un montant de 9,3 milliards de francs CFA pour les efforts continus déployés entre 2016 et 2017 pour réduire les émissions de CO2 par la préservation de son couvert forestier. Ce financement, et je le rappelle, a été accordé dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale gérée par les Nations Unies. Tout cela, c'est de l'argent. Et d'ailleurs, les Gabonais ont eu peur qu'on vende les forêts à travers tous ces financements qui arrivent. Ce n'est pas le cas, merci de nous le rappeler. Mais aujourd'hui, la véritable question qui se pose, c'est une rencontre à Libreville. C'est joli, mais pour quelles attentes du Gabon spécifiquement, vous en tant que coordonnateur de l'adaptation, je vais le dire comme ça, pour faire court? Mais Comment le Gabon compte s'adapter? Qu'est-ce que le Gabon mettra sur la table au cours de cette grande messe pour permettre au pays de porter la voix, sachant que le Gabon est l'un des meilleurs élèves dans la lutte contre les changements climatiques? Alors, quelles sont les attentes du Gabon, spécifiquement? Mais je crois déjà que le fait de pouvoir bénéficier de ce financement sont déjà une action qui montre que le pays est résolument engagé vers des solutions nature. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a quelques années, le Gabon a réussi à mettre en place son plan national d'affectation des terres. Et le plan national d'affectation des terres va désormais imposer que toute action qui se déroule dans un environnement où le couvert forestier peut être impacté, qu'il y ait un cadre de négociation qui se fasse pour que les actions puissent à la fois continuer à favoriser le développement, mais en même temps préserver certains réservoirs forestiers qui pourraient avoir un potentiel en termes de séquestration. Donc ça, c'est déjà une action qui est relativement importante. Et au travers d'un programme qui a été mis en place par l'Agence des parcs nationaux, le projet Arc Émeraude de gestion des aires protégées autour du Grand Libreville, nous avons réussi à montrer l'intérêt de préserver l'écosystème de mangrove. Et que cet écosystème de mangrove-là est non seulement un grand réservoir naturel, mais un potentiel économique qui peut permettre de faire en sorte qu'une exploitation raisonnée de ces espaces puisse permettre de créer des activités économiques qui soient suffisamment génératrices de revenus. Le plan d'affectation des terres associé à des plans d'action économique de cette nature-là montre, de mon point de vue, que l'action est déjà en train d'être mise en place au niveau du pays. Il faut maintenant trouver les leviers et mécanismes qui permettent la redistribution de ces fonds pour que l'action soit encore suffisamment opérante. Et donc, ce que le Gabon attend de cette rencontre, ce sont les financements. C'est davantage de financement pour que notre cadre organisationnel et le cadre d'action au niveau de l'occupation de l'espace se fasse dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Je vous repose la question. Qu'est-ce que le Togo attend?
le financement pour les nombreux documents qu'on a déjà élaborés. Mais celui qui est devant, ça s'appelle les contributions déterminées au niveau national. Le Togo dit, si vous ne me donnez rien, je peux réduire mes émissions de 20%. Alors, si vous arrivez à me trouver un peu de sous, je peux aller jusqu'à 30% de réduction par rapport au business as usual. Et ce n'est même pas beaucoup de sous. Alors, pardon, remettez-nous nos sous. Nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables. Et nos paysans attendent quelques petits appuis. Très bien. Voilà, donc on veut ça, mais on veut un mécanisme clair de soutien sur les pertes et préjudices. En cas de catastrophe, en cas de... Qui paye quoi? Qui paiera? La convention est claire. Oui, le mécanisme justement, en cas de catastrophe, que ce polluant paie. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Tout Donc, simplement. nous Alors, demandons dernière cela. question, petit tour de table en une phrase. Comment on peut soutenir la résilience climatique et une transition énergétique juste en Afrique? Ben, de mon point de vue, Rapidement. les gros enjeux au niveau national, c'est d'abord la maîtrise de l'eau. L'eau qui tombe et l'eau qui circule. Et du coup, nous avons à avoir une maîtrise de quelle quantité tombe dans toutes les régions du Gabon. Et c'est en fonction de ce qui tombe qu'on peut facilement orienter le potentiel de développement. On fera un peu plus d'agriculture là où on a davantage d'eau et peut-être un peu moins ou éventuellement trouver des... Comment vous avez appelé ça? Des semences qui soient adaptées aux conditions de rudesse au niveau du manque d'eau. C'est la même chose que si on regarde maintenant toute l'eau qui s'écoule. Parce qu'en regardant l'eau qui s'écoule, on regarde nos grands bassins fluviaux. Les fleuves du Gabon qui ont des potentiels relativement importants, c'est vers là qu'on peut facilement orienter des activités à caractère culturel et qui nécessitent vraiment le potentiel en eau. Merci. Donc, et l'eau qui tombe et l'eau qui circule, moi j'estime que ce sont les meilleurs enjeux vers lesquels on peut orienter la résilience. D'accord, la question vous est posée Ouais, en guise de mot de la fin. Oui, un adage chez moi qui dit que quand tu piles le mil d'un aveugle, il faut chanter. De façon à rassurer l'aveugle que tu ne manges pas son mil. Il est important aujourd'hui également que nos gouvernants écoutent davantage le peuple, rendent compte au mille. Nous voulons que nos gouvernements chantent, continuent à chanter quand ils viennent à ces COP. Donc, résilience climatique demande davantage de reddition de comptes, davantage de comptabilité. Il faut donner la parole à la jeunesse, de transparence. Donner la voix à la jeunesse qui montre qui a les femmes, les populations indigènes, locales, Oui. tous. Parce qu'on n'a même pas abordé la question de la finance verte, mais les femmes y participent. Oui, bien sûr, Voilà, il beaucoup de faut respect à nos saluer mamans. les femmes. Bravo, mesdames. En tout cas. De toute Voilà. façon, si on n'était pas là, elles allaient adopter un autre animal sauvage. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut donner la place aux jeunes et baser notre stratégie sur les savoirs locaux. Très bien. Notamment l'agroécologie, aujourd'hui, est une solution extraordinaire pour accompagner nos pays dans cette transition Très bien. vers un monde plus vivable et plus résilient. D'accord, merci. Comment lutter efficacement contre les changements climatiques et surtout comment faire en sorte que les pays pollueurs payent leurs dettes vis-à-vis de l'Afrique? Eh bien, toutes ces questions seront abordées au cours de cette semaine qui se déroule, qui s'est ouverte aujourd'hui, la semaine sur le climat à Libreville. Et cette semaine réunira plus de 1000 participants pour parler d'une seule voix, oui, celle de l'Afrique, qui a besoin qu'on lui rende ce qui lui revient de droit, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, j'étais en compagnie de Monsieur Magloire Désiré Mouganga, coordonnateur du plan national d'adaptation, il nous vient du Gabon, et en face Monsieur Sena Alouko, qui est directeur exécutif des jeunes volontaires pour l'environnement du Togo. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Akwelo, merci. Akwelo, voilà, c'est comme ça qu'on dit ici, on dit merci. Merci. Voilà, merci également de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. N'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec des interviews, Matsomo, Larissa, Modesto Com, John Cyril. Il y aura Akendengue également, Yann Akendengue, il y aura Michel Tieni, toutes ces personnes et toute l'équipe technique pour vous faire vivre cette semaine du climat ici à Libreville, une semaine qui réunit 1000 personnes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve oui, pour d'autres programmes sur Gabon 24.
Merci beaucoup d'être avec nous ici en direct du Radisson Blu où se tient la semaine africaine du climat, sur le climat, avec 1000 participants. Vous l'a dit Modeste comme à l'entame donc de cette couverture médiatique. Nous serons avec plusieurs invités, des officiels, des personnes qui nous viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour débuter ce plateau, cette édition spéciale, nous recevons sur le plateau de Gabon 24, cher Saliou Mbacké, il est président du cadre des religieux pour la santé et le développement du Sénégal, mais il nous parlera dans le cadre du CTA qu'il nous présentera. Merci d'être avec nous sur Gabon 24. Merci beaucoup. Voilà, juste à côté de vous, c'est un Ivoirien, il nous vient de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Durand Oboué, il est coordonnateur national du PACJA Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Messieurs, bienvenue à la semaine africaine du climat au Gabon. Déjà, première impression, première journée de grands discours, un pacte d'émotions, mais pas seulement. Il y avait beaucoup d'objectivité dans ce qui s'est dit et l'on espère, d'après les discours, qu'il y aura des retombées à court terme sur les changements climatiques. Alors déjà, un premier tour de table, nous présenter l'organisation à laquelle vous appartenez avant d'entrer dans ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Oui, bonjour madame et merci beaucoup de nous avoir invités pour parler un peu des objectifs de notre présence ici, notre participation à la semaine du climat ici à Libreville au Gabon. D'abord, nous sommes très heureux d'être venus au Gabon, la République Gabon sœur. Je suis du Sénégal, donc le Gabon et le Sénégal, il y a de très fortes relations de fraternité entre les deux pays et les deux peuples. Donc je suis très honoré et heureux d'être venu au Gabon. Donc je représente mon institution, qui est le cadre religieux pour la santé et le développement, dans le cadre d'une initiative de la CETA. La CETA, c'est le Conseil des églises de toute l'Afrique, qui est basé à Nairobi. Ils ont entamé une initiative interreligieuse, c'est la participation des religieux dans le discours sur le changement climatique. Vous le savez, les religieux, surtout en Afrique, ont une très forte influence sur les populations. La voix des religieux peut contribuer au changement désiré, surtout dans le comportement, pour, disons, sauver la planète. Le comportement, tout comportement qui peut nuire, disons, au climat. Donc, voilà, le changement climatique. Donc, la CETA a mis en œuvre une initiative qui s'appelle donc le réseau des acteurs africains pour le changement climatique, ou bien le réseau des acteurs africains pour la justice climatique. C'est ça. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus en tant que délégation pour donc apporter notre voix, la voix des religieux dans les débats et donner aussi nos idées pour que les objectifs visés dans cette semaine-là soient atteints. Dans la perspective de... On reviendra sur vos attentes tout à l'heure pour la suite de cet échange. Monsieur Oboué, vous êtes avec nous. La Côte d'Ivoire a été impactée par ces changements climatiques. Le cacao, mais pas seulement, la production également de manioc, etc. Quelles sont vos attentes par rapport à l'organisation de cet événement? Mais déjà nous présenter la structure à laquelle vous appartenez. D'accord, merci. Alors il faut dire que je suis le coordonnateur national de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique en Côte d'Ivoire. Je suis également le fondateur du Club du développement durable de Côte d'Ivoire. Et donc, depuis que nous travaillons pour le compte de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, il faut dire que l'Alliance panafricaine pour la justice climatique est spécialisée dans le plaidoyer et dans le renforcement des capacités des organisations de la société civile en vue de mieux influencer les politiques en faveur des populations qui souffrent déjà des effets des changements climatiques. Donc, nous faisons l'effort de participer à des rencontres au niveau international, de sorte à mieux porter la voix des communautés qui sont déjà impactées par les effets des changements climatiques. Voilà, donc au niveau de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle des changements climatiques, tout de suite, on pense déjà au problème d'érosion côtière, avec un village qui a quasiment disparu du littoral, qu'on appelle la Oupanda.
Donc ce village aujourd'hui subit des effets subit de plein fouet les effets des changements climatiques avec le problème d'érosion côtière. Et comment la Côte d'Ivoire s'organise justement pour lutter contre cette érosion qui n'a pas dit toute sa vérité? Bien sûr, aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont mis en œuvre. D'ailleurs, il y a un projet qu'on appelle projet Waka, donc qui touche plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Donc, parmi ces pays, il y a la Côte d'Ivoire, il y a également le Togo. Donc, c'est un vaste projet qui consiste à réaliser des infrastructures lourdes sur le littoral, mais aussi à encourager les populations du littoral à contribuer à l'effort de reboisement et de reconstitution de la mangrove sur le littoral. D'accord, nous reviendrons avec force et précision. Je reviens à vous, cher Saliou Mbacké. Expliquez-nous comment les religieux peuvent aider les décideurs justement à apporter haut les aspirations hautes, les aspirations des personnels, des citoyens lambda. Comment? Oui, comme vous le savez, les religieux interviennent dans tous les domaines qui peuvent toucher les populations. C'est un mandat divin, c'est-à-dire que le travail quotidien du religieux, c'est de veiller en tout cas aux besoins, résoudre les problèmes auxquels les populations font face, les fidèles font face. Donc, ce que nous pouvons faire dans nos mosquées, nos églises, etc., c'est de prêcher pour un changement de comportement. Que, en tout cas, ce que les gens peuvent faire à leur niveau, au niveau personnel, pour atténuer les effets négatifs du changement climatique, nous les encourageons, les populations, à le faire. Notamment, peut-être, les énergies renouvelables dont on parle, dans la mesure du possible. Tout en sachant que l'Afrique, les populations africaines quand même rencontrent d'énormes problèmes, difficultés et au quotidien. Justement, parlant des populations africaines, vous êtes sénégalais, restons dans le cadre strict du Sénégal. Comment le pays compte-t-il faire face au changement climatique? On parlait du littoral en Côte d'Ivoire, mais le cas, il est réel au Sénégal également. Mais pas seulement, il y a la désertification également. Comment le Sénégal compte mettre en place ou plutôt, quels sont les mécanismes mis en place par le Sénégal pour régler ces problèmes? Oui, vous avez sûrement suivi les news, les nouvelles ces derniers jours des inondations, fortes inondations qui ont eu lieu à Dakar à cause de fortes précipitations. Malheureusement, bon, il y a eu ça a causé beaucoup de dégâts, pardon. Beaucoup de populations ont été sinistrées. Beaucoup de populations ont vu leurs maisons vraiment submergées dans les eaux. Et ça a causé d'énormes difficultés. Ça cause aux populations. Quasiment chaque année au Sénégal. C'est quasiment chaque année. Et ça, c'est dû peut-être aux fortes précipitations, mais aussi peut-être à certains manquements par rapport au plan d'urbanisation. D'accord. Donc on dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont construit leurs maisons sur des cours d'eau. D'accord. Voilà. Donc si on empêche l'eau de circuler, si on construit sur les cours d'eau... Là, on n'accuse pas les changements climatiques. Voilà, justement. Voilà. Donc, c'est des comportements, par exemple, que nous essayons de changer en disant aux gens d'essayer de ne pas le faire. Bon, bien, je crois que aussi les fortes précipitations que nous connaissons, je pense que, je ne suis pas scientifique, mais je pense que c'est quand même dû un peu à ça, au réchauffement. Parce que il y a aussi des inondations dans d'autres parties du monde. Tout à fait. Qui sont beaucoup plus. Donc, les inondations, c'est ça. Ça fait partie des effets. Comment est-ce que vous luttez contre tout cela? Oui, mais donc ce que j'ai dit, c'est que demander aux gens d'essayer dans leur comportement quotidien de minimiser, en tout cas pour atténuer les effets. Très bien. Par exemple, le fait d'utiliser les énergies renouvelables au lieu du bois, le gaz, dans la mesure du possible. Tout ça, c'est pas tout le monde qui a accès au gaz. D'accord. Voilà, donc c'est ce genre de discours-là qu'on est en train de véhiculer. Oui. D'accord. On aura retenu, merci. Restez avec nous, nous sommes encore ensemble. Alors, comment au-delà de ce que vous avez déjà dit, de toutes les choses que vous avez déjà mises en place pour lutter contre les changements climatiques sont réels et ils vont grandissant. Qu'est-ce que vous êtes venu, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre de Libreville à quelques mois de celle de Sharm el-Sheikh en Égypte? D'accord, merci. Alors, il faut dire qu'à ce niveau, la Côte d'Ivoire se prépare déjà.
Et nous, au niveau de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique et le Club de développement durable, nous avons déjà lancé une initiative qui est en route pour la COP27 et la deuxième initiative qui est la torche pour la justice climatique en Côte d'Ivoire. Tout cela servira à quoi? Alors, tout cela va servir à pouvoir prendre en compte les problèmes que vivent les communautés du fait des changements climatiques et de pouvoir les transmettre aux autorités, aux décideurs, de sorte à pouvoir trouver des mesures d'adaptation pour ces communautés-là. Est-ce que vous pensez que la rencontre de Libreville atteindra son objectif? Quel est d'ailleurs cet objectif de la rencontre de Libreville? Il y a de porter la voix de l'Afrique au plus haut niveau pour faire entendre les problèmes de l'Afrique qui ne participent qu'à un petit pourcentage à ces changements climatiques. Alors, qu'est-ce que vous attendez réellement? Quel est l'impact que doit avoir, selon vos prévisions, cette rencontre de Libreville? Alors, pour nous, la rencontre de Libreville nous prépare déjà à la COP 27. Aujourd'hui, ce qu'on recommande à l'Afrique, c'est d'aller à la COP avec des arguments bien solides et que l'Afrique puisse parler d'une voix commune. Quels arguments? Quand on dit d'une voix commune, c'est de pouvoir porter les préoccupations les plus pertinentes des communautés africaines. Il s'agit par exemple des problèmes de pertes et dommages liés au changement climatique. Aujourd'hui, on voit les cyclones qui souffrent un peu partout. Madagascar est un exemple bien précis. Nous avons les perturbations saisonnières, nous avons les feux de brousse, nous avons la forêt qui disparaît vraiment à grand rythme. La Côte d'Ivoire est un exemple palpable parce qu'en moins de 50 ans, nous avons perdu près de 80% de notre couverture forestière. Sans oublier les gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère parce que quand on détruit la forêt, c'est les gaz que nous émettons dans la forêt, que nous mettons dans l'atmosphère du moins. Voilà, donc ce que nous attendons, c'est vraiment beaucoup de la question de la finance climatique également. L'Afrique a besoin de financement pour pouvoir financer son adaptation au changement climatique. La question de la transition énergétique, voilà, et même la transition juste dont on parle tant. Voilà, donc c'est vraiment... Est-ce que pour vous, ce sont des notions vagues ou bien les pays pollueurs ont véritablement pris la mesure? Bien sûr, ce sont des engagements qui ont été déjà pris. Ce que nous demandons, c'est de passer à l'action. Tous ces engagements sont conçus dans l'accord de Paris sur le climat. Lorsqu'on prend les différents articles, ils sont bien prescrits. Ce qu'on demande, c'est de passer maintenant à l'action. Tout à l'heure, nous avons écouté du moins le discours de la présidente de la COP 21, Mme Ségolène Royal, qui est revenue encore sur l'engagement des pays développés, d'accompagner les pays en développement en mettant à leur disposition les 100 milliards de dollars à partir de 2020. Donc chaque année, les pays en développement devaient pouvoir recevoir la somme des 100 milliards de dollars pour pouvoir financer des mesures d'adaptation. Mais jusqu'à maintenant, la mobilisation même de ces fonds reste encore une problématique, a dit même mettre ces fonds-là à la disposition de ces pays. En dehors de l'atténuation, M. Oboué, et de l'adaptation au changement climatique, est-ce qu'on peut avoir d'autres pistes de solutions pour permettre à ces pays dits puissants et pollueurs de véritablement respecter la parole donnée? Est-ce qu'il y a d'autres façons de les contraindre à le faire? Alors, en matière de changement climatique, quand on parle de mesures, soit c'est des mesures d'atténuation ou d'adaptation. Tout à fait. Mais de ce dont l'Afrique a besoin, c'est surtout des mesures d'adaptation. Parce que l'Afrique est vulnérable du fait de son état de pauvreté. Comme on a pour habitude de le dire. Prenons un exemple. Si un cyclone souffle, ici par exemple, le même cyclone qui a soufflé en mars dernier au Madagascar, si ce même cyclone souffle en France, il aura moins de dégâts que celui qui a soufflé par exemple au Madagascar. Parce qu'au Madagascar, ils ont peu de moyens pour réaliser des infrastructures mieux adaptées à ce genre de cyclone. Or, nous ne sommes pas responsables des effets des changements climatiques. Donc tout ce que nous demandons, aujourd'hui, nous avons des projets. Et on encourage encore les pays africains à pouvoir réfléchir, à proposer des projets d'adaptation surtout. Et de demander maintenant aux pays développés de passer au financement de ces projets d'adaptation qui sont mis en place. Depuis la COP
21, à ce jour, personne, enfin la voix de l'Afrique semble ne pas être bien entendue. Est-ce parce que les canaux sont multiples ou bien parce que l'Afrique n'est pas véritablement organisée pour recevoir les financements dont il est question? Il y a déjà cet aspect parce que recevoir des financements nécessite aussi une certaine structuration, voilà, une certaine gouvernance, surtout en matière de finances, les procédures de décaissement et tout ça, et la transparence surtout dans la gestion de ces fonds qui seront reçus. Voilà, donc il faut dire que l'Afrique également a besoin de se préparer à la réception de ces fonds qui vont venir. Qu'attend-elle? Ah oui, c'est un processus, donc le processus est enclenché. Depuis la Et il y a même COP21. des fonds qu'on appelle des fonds Rudines au niveau des fonds climatiques pour pouvoir permettre à ces pays africains de se préparer à mieux recevoir ces fonds climatiques. Donc nous encourageons également les pays africains à se préparer à pouvoir mieux recevoir ces fonds climatiques qui seront mis à leur disposition, surtout pour la mise en œuvre de projets d'adaptation au changement climatique. D'accord, parler d'une seule voix, c'est certainement l'objectif principal de la rencontre de Libreville du 29 au 2 septembre prochain, 29 août 2 septembre prochain, sur le climat. Nous avons deux personnes sur le plateau et la question, je vous la pose à vous, messieurs. L'Afrique est-elle prête à faire valoir ses droits en matière d'impact des changements climatiques aujourd'hui? À mon niveau, je pense qu'au lieu de parler de droit, on va beaucoup plus parler de justice parce que présentement, ce dont nous vivons, c'est de l'injustice climatique en fait. Oui, d'accord, Voilà. mais cette injustice climatique, Oui. elle tend à prendre de plus en plus d'ampleur. Comment on fait justement pour... Alors, il faut dire que nous sommes sur la bonne voie parce que les rencontres, Dieu merci, les rencontres se tiennent. Et ce que nous voulons influencer, ce sont des politiques qui ont été établies depuis longtemps. Lorsque nous demandons aujourd'hui aux pays développés de passer à une transition énergétique, ça demande du temps. Donc, c'est vrai que nous leur demandons de fournir beaucoup plus d'efforts, mais ils ont vraiment besoin aussi de temps pour passer à cette transition-là. Donc, chaque année ou bien chaque fois que des rencontres de ce genre se tiennent, pour nous, c'est une opportunité de pouvoir influencer leurs politiques qui sont mises en place depuis des siècles. Voilà. Donc, c'est vrai que nous demandons un droit aujourd'hui parce que tout ce que nous demandons est conçu dans des articles, dans des accords qui ont été signés. Eux-mêmes ont signé ces accords-là. Donc, ça fait pour nous office de demander des droits, de leur demander des comptes, en fait, face à ces différents accords qu'ils ont signés. Et comment l'Afrique va-t-elle s'adapter finalement à court terme, disons-le, d'ici la COP 27? Oui. Comment l'Afrique compte-t-elle s'adapter? Est-ce que dans vos pays respectifs, vous avez des propositions que vous sortirez au cours de cette grande rencontre? Alors, à ce niveau, il faut dire que tous les pays ont été invités à rédiger ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, Très bien. les NDCs. Donc, ces contributions déterminées au niveau national-là présentent les engagements de chaque pays. Ce sont des engagements volontaires d'ailleurs. Donc, ils ont besoin... par exemple? Oui, en Côte d'Ivoire, par exemple, les CDN qui avaient été rédigés dans le temps ont été révisés. D'accord. Donc, avec une ambition du moins, oui. un peu revue à la hausse. Au départ, c'était de réduire de 28% notre niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Nous avons revu notre ambition. Nous sommes passés maintenant à environ 30 et quelques pourcents de réduction de notre niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Et tous ces efforts sont résumés en des mesures d'atténuation et aussi des mesures d'adaptation. Donc, il y a de gros efforts de reboisement qui sont prévus parce que, comme je le disais au départ, la Côte d'Ivoire perd chaque année au moins 200 000 hectares de forêt. Voilà, donc principalement dû au développement du secteur agricole. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'efforts à fournir à ce niveau. Notre effort principal, c'est de pouvoir aider à reconstituer cet effort qui est en cours. Donc chaque année, nous encourageons les autorités, nous encourageons toutes les couches sociales à planter des arbres, à planter régulièrement des arbres. Et c'est ce qui va changer, ce qui va peut-être... atténuer l'effet du changement, effets du changement climatique. Bien sûr, un pays comme la Côte d'Ivoire, producteur de cacao, le cacao a été fortement impacté. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, pour produire le cacao, nous sommes obligés de défricher des superficies forestières parce que le cacao se développe mieux
en zone forestière. Or, la forêt, nous savons que la forêt constitue un puits de carbone. Plus nous défrichons la forêt et nous ne sommes plus en mesure de pouvoir reconstituer cette couverture forestière-là. Mais il y a quand même des mesures. Aujourd'hui, il y a l'agroforesterie, par exemple, que nous valorisons de plus en plus et d'autres espèces de cacao, par exemple, qui se développent mieux avec la présence des arbres. Donc, voici, par exemple, des efforts que le gouvernement de Côte d'Ivoire encourage. On espère que ces efforts porteront du bon fruit Bien sûr. en toute saison, surtout pour l'Afrique tout entière, parce que unis, je pense que l'Afrique fera face à ces changements climatiques. Cher Saliou Mbacké, nous sommes peut-être arrivés au terme. Le Gabon est un bon élève dans la lutte, et d'ailleurs les efforts du Gabon lui ont déjà valu plusieurs récompenses au niveau international. Récemment, le pays a reçu 9,3 milliards de francs CFA pour les efforts continus déployés entre 2016 et 2017 pour réduire les émissions de CO2. Comment le Sénégal s'organise pour réduire les émissions de CO2? Mais ce que je sais, c'est que il y a un travail très important. Qui est fait par le président Macky Sall et toutes les organisations? Bon, je parle de la société civile. Bon, je parle des religieux. Le travail d'information qui doit être fait au niveau des populations. C'est très important. Vous voyez, le discours scientifique, les termes qu'il utilise, moi, je ne peux pas les utiliser parce que je ne suis pas un expert. Les populations, mais comment tu vas adresser, t'adresser aux populations en utilisant des termes techniques qu'ils ne maîtrisent pas? Encore une fois, nous faisons face à des émergences au quotidien. Quand la Covid est venue, bon, bien sûr que le gouvernement était obligé de faire des campagnes dans les médias, etc. Mais ils n'ont pas encore fait de campagne dans les médias concernant le changement climatique. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas encore considéré comme une émergence. Une priorité. Une priorité, voilà. Donc, il faut vraiment la rendre prioritaire, cette question-là. Et ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas du tout évident pour le moment. Donc, nous, en tout cas, nous, la société civile en général, surtout nous, les religieux, nous pouvons servir de relais pour faire passer ces informations. Donc il faut que les États travaillent avec les religieux. Effectivement, non seulement les États, mais les décideurs aussi. Les décideurs en général, travaillent avec les populations, avec les religieux, avec toutes les forces de la population. Pour inciter un changement de comportement. Tout à fait. En général. Qui aura un impact sur les changements climatiques. Justement. C'est en tout cas la position que nous défendons. Très bien. Et c'est une très bonne chose. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Je vous permets, messieurs, de conclure avant de vous retrouver dans vos différents ateliers et que certainement nous aurons l'opportunité de nous retrouver sur le plateau pour faire un peu le bilan de ces échanges fructueux, je l'espère, pour le continent, parce qu'aujourd'hui, l'idée de cet échange de Libreville, de cette grand-messe de Libreville, c'est de parvenir à une unité autour des actions à mener pour l'atténuation et l'adaptation du continent au changement climatique. Messieurs, un mot de la fin, vous allez conclure, allez-y. Alors, pour moi, nous invitons les pays africains à se préparer déjà à recevoir les fonds climatiques parce que tous les efforts que nous fournissons aujourd'hui auront des retombées satisfaisantes dans quelques années. Voilà. Mais à nous, pays africains, de pouvoir réfléchir et proposer des mesures d'adaptation en fonction des problèmes climatiques que nous connaissons. Et l'autre appel, c'est au niveau des pays développés de pouvoir respecter les engagements qu'ils ont pris, tant au niveau de la finance climatique, mais aussi de la transition technologique, parce que nous en avons besoin. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Oboué-Durand. Monsieur Cheikh Saliou Mbacké, vous refermez cette émission, cette édition spéciale. Oui, merci beaucoup, madame, encore une fois. Moi, l'appel que je lance vraiment aux décideurs, justement sur le changement climatique, c'est que les finances arrivent. Il faut que les engagements, surtout en matière de finances, soient vraiment mis en œuvre. Parce que c'est ce qui va permettre aux pays africains vraiment de faire ce travail d'atténuation. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des émergences partout. Et si ça reste seulement à ce stade de discours-là, ça risque de ne pas susciter donc l'intérêt. Il faut que si les finances arrivent, je suis sûr que nos gouvernements, la société, tout le monde ça va mettre au travail. Mais comme il y a que des promesses, mais il faut vraiment
que les finances arrivent. Quand les finances arrivent, le travail pourra être fait. Très bien. Merci beaucoup. Cher Saliou Mbacké, conseiller des églises de toute l'Afrique, il est le responsable président du cadre religieux pour la santé et le développement au Sénégal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En face de vous, il y avait M. Durand Oboué, il est coordonnateur national du PACJA Côte d'Ivoire. Merci messieurs d'avoir été avec nous en espérant que vos messages, vos appels auront été entendus. On se donne rendez-vous pour la suite des événements ici à Libreville où se déroule la semaine africaine du climat. Une rencontre qui réunit 1000 personnes ici même dans la capitale gabonaise. Un événement qui a vu la présence du président de la République Ali Bongo Ondimba dont le discours était empreinte de sagesse, d'émotion mais surtout d'interpellation à l'endroit de tous les décideurs qui aujourd'hui ont la solution au problème du continent, le continent qui ne produit que 3% des effets des gaz à effet de serre. Donc merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous poursuivons cette couverture et nous vous ferons vivre en temps réel tout ce qui se passe ici du côté du Radisson Blu de Libreville. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup.